Je portais encore mon tablier de serveuse après avoir enchaîné le service du midi et du soir quand ma belle-mère, Valérie, est entrée dans la cuisine, a croisé les bras et m'a annoncé que je lui devais désormais 750 € par mois pour vivre dans la maison où j'ai grandi. Sa voix était calme, posée, comme si elle avait répété ce moment devant son miroir. À l'étage, Théo hurlait devant sa console de jeux vidéo. Dans le couloir, Léa se filmait devant le grand miroir pour ses réseaux sociaux, et pourtant, c'était moi qui devais commencer à contribuer. Je n'ai pas discuté. Je n'ai même pas scié, car elle n'avait aucune idée qu'elle venait de déclencher le seul secret capable de détruire tout ce qu'elle avait construit. Les gens pensent qu'une maison devient la vôtre au moment où vous y emménagez. Mais pour moi, cet endroit m'appartenait bien avant que je ne comprenne le sens du mot propriété. J'avais 8 ans quand ma mère est décédée, et le monde est devenu silencieux d'une manière qu'aucun enfant ne devrait connaître. Mes grands-parents, André et Simone, sont intervenus sans hésitation. Ils ont vendu leur appartement en centre-ville, ont acheté cette grande maison familiale en banlieue lyonnaise et ont rempli chaque coin d'une chaleur que mon père était incapable de donner à l'époque. Je me souviens des soirées où Simone s'asseyait à côté de moi à la vieille table en chêne, m'apprenant à éplucher les légumes sans me presser. L'odeur du pot-au-feu qui mijotait, la douceur de son rire, ces choses ont recousu la première couche de sécurité dans ma vie. André s'occupait du jardin, fredonnant du Aznavour en taillant les rosiers que ma mère avait plantés. Chaque fois que le vent balayait la cour, il emportait un peu d'elle avec lui. C'est pour ça que cette maison comptait. Ce n'était pas des murs, c'était une mémoire. Puis Valérie est arrivée. Mon père l'a rencontrée lors d'un séminaire d'entreprise, et en quelques mois, elle était dans notre salon, posant ses valises de marque et annonçant qu'elle ne voyait pas d'inconvénient à la décoration un peu vieillotte. Elle le disait avec un sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. La première semaine, elle a réorganisé toute la cuisine. La seconde, elle a débarrassé les bols en céramique artisanale de Simone, les remplaçant discrètement par des trucs modernes et sans âme qu'elle avait commandés en ligne. André a simplement hoché la tête, mais j'ai vu sa mâchoire se serrer. Les enfants de Valérie, Théo et Léa, se sont glissés dans la maison comme s'ils avaient toujours été là. Théo a annexé le bureau du rez-de-chaussée pour son setup de gaming. Léa a étalé ses vêtements dans 2 placards différents et a déclaré que l'éclairage était horrible pour ses selfies. J'avais 12 ans quand les corvées ont commencé à glisser vers moi. De petites choses au début, passer l'aspirateur, mettre la table, puis le linge, puis tout le reste. Chaque fois que je demandais pourquoi Théo et Léa n'aidaient pas, Valérie penchait la tête et disait « Ils ont des besoins différents, ma chérie. Tu es plus mature. » Mon père ne disait rien. Il semblait juste reconnaissant d'avoir quelqu'un pour gérer un foyer qu'il avait abandonné émotionnellement depuis des années. À mes 16 ans, j'avais mémorisé les routines de tout le monde. Théo dormait jusqu'à midi, laissant des piles de vêtements sentant le renfermer dans le couloir. Léa répétait son faux rire devant le miroir en filmant des tutos maquillage qu'elle ne postait jamais. Valérie flottait de pièce en pièce, effleurant les surfaces du bout des doigts comme pour vérifier la poussière. Elle s'arrêtait toujours devant la photo encadrée de ma mère dans l'entrée, mais ne la regardait jamais vraiment. En dehors de cette maison, ma vie semblait normale, amie du lycée, petit boulot étudiant. À l'intérieur, j'étais une femme de ménage non rémunérée, glissant dans les mêmes pièces que mes grands-parents avaient autrefois protégées. Pourtant, je suis restée silencieuse, me convainquant que c'était temporaire, que papa avait besoin de paix, que la gentillesse était une forme de force. Mais le problème avec le ressentiment silencieux, c'est qu'il s'empile couche par couche, jusqu'au jour où même le plus petit poids supplémentaire fait bouger toute la structure. Et ce glissement de terrain se préparait bien avant que Valérie ne me réclame ses 750 €. Les semaines précédant la demande de loyer de Valérie étaient déjà tendues. J'avais commencé à prendre plus de garde au bistrot pour payer mes cours par correspondance, et chaque soir, je rentrais pour trouver une nouvelle tâche ajoutée à ma liste. Valérie ne les écrivait jamais. Elle les annonçait simplement comme des vérités universelles. Le linge tourne le mardi maintenant, disait-elle en me tendant le panier de Théo qui débordait et sentait la transpiration et les chips froides. La salle de bain de l'étage a besoin d'être récurée, ajoutait-elle, ignorant la poudre de contouring de Léa qui recouvrait le lavabo comme du sable. N'oublie pas les plaintes. La poussière s'accumule vite dans les vieilles maisons. Vieilles maisons.
Elle adorait l'appeler ainsi. Pendant ce temps, Théo criait dans son casque en bas, et Léa tournait des vidéos dans le couloir, entourée de collines en ouvert. Quand je passais, elle me regardait comme si j'étais une figurante gâchant son plan. Parfois, elle disait, « Tu devrais essayer de faire un effort vestimentaire. Ça aiderait ta confiance. » Puis elle souriait doucement à son téléphone et reprenait la pause. Valérie faisait monter la pression discrètement, c'était sa spécialité. Elle laissait des piles de factures sur le comptoir avec mon nom entouré au surligneur, prétendant que c'était un doux rappel. Elle soupirait dramatiquement quand je cuisinais, venant derrière moi pour baisser le feu ou critiquer l'assaisonnement. Elle disait à mon père, assez fort pour que j'entende, que je devais développer mon indépendance avant que l'âge adulte ne me passe sous le nez. Mais le vrai point de bascule est arrivé un soir d'hiver, alors que je passais devant la porte entr'ouverte de sa soi-disant salle de méditation. Sa voix en sortait, basse et contrôlée. Elle a besoin d'espace, Laurent. L'envoyer dans une université à l'autre bout de la France serait bon pour tout le monde. Mon père a murmuré quelque chose d'inaudible. Valérie a continué, elle nous freine, et honnêtement, elle est trop attachée à cette maison. La distance l'aidera à grandir. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Je me suis figée dans le couloir, tenant les sacs de course que je venais de monter, l'air froid de l'extérieur s'accrochant encore à ma veste. Elle ne se contentait pas de me refiler les corvées. Elle voulait que je parte. Hors de ma maison, loin de mes souvenirs, hors de leur chemin. Plus tard ce soir-là, en pliant une pile de serviettes dans la buanderie, j'ai repassé la conversation dans ma tête. Le silence de mon père, l'assurance de Valérie, la certitude dans son ton comme si elle faisait des plans à long terme qui ne m'incluaient pas. Quelque chose s'est serré dans ma poitrine. Pas du chagrin, pas de la peur, mais quelque chose de plus tranchant. J'avais passé des années à me dire que rester silencieuse préservait la paix, que la patience me rendait forte. Mais debout sous la lumière néon, j'ai réalisé la vérité. Le silence était exactement ce sur quoi Valérie comptait. Elle pensait tout savoir de cette maison. Elle pensait comprendre chaque avantage qu'elle avait. Elle pensait que j'étais trop timide pour riposter. Et elle avait tort. Car cette nuit-là, je me suis souvenu de quelque chose. Ma grand-mère Simone m'avait dit un jour, alors qu'elle pétrissait de la pâte sur le comptoir de la cuisine, le moment où tu laisses quelqu'un réécrire ta place dans ta propre maison, tu perds plus que de l'espace. Tu te perds toi-même. Je n'étais pas prête à perdre quoi que ce soit d'autre. Et la première étape pour me reprendre a commencé par une découverte que Valérie n'a jamais vue venir. Le lendemain matin, la maison semblait plus froide que d'habitude. Pas la température, mais autre chose. Quelque chose dans les murs, dans le silence. J'ai traversé la cuisine, lavant la vaisselle que Théo avait laissée dans l'évier toute la nuit, repensant au plan de Valérie de m'expédier loin d'ici comme si j'étais un vieux meuble encombrant. Ce n'était plus de la peur. C'était de la clarté. Après avoir fini la vaisselle, je suis allée dans la pièce de stockage au fond de la maison, un endroit qui sentait encore légèrement les sachets de lavande de Simone. Des grains de poussière dansaient dans le rayon de soleil hivernal alors que j'ouvrais un vieux coffre en cèdre. À l'intérieur se trouvaient des choses que je n'avais pas touchées depuis des années. Les gants de jardinage d'André, un livre de recettes délavées, des photos au bord corné. Et puis j'ai trouvé l'enveloppe. Mon nom écrit de la main de ma grand-mère, net, régulier, intentionnel. Mes mains tremblaient en l'ouvrant. À l'intérieur, des documents. Pas de formulaire compliqué, juste des actes notariés clairs confirmant quelque chose que je n'avais jamais imaginé. André et Simone n'avaient pas simplement emménagé avec nous. Ils avaient acheté la maison comptant et avaient transféré la pleine propriété à mon nom bien avant leur décès, discrètement, intentionnellement, comme s'ils savaient qu'un jour j'aurais besoin de cette protection. Pendant un long moment, je suis restée assise sur le parquet, l'enveloppe sur les genoux, la pièce tournoyant avec les souvenirs de Simone chantonnant et d'André tapant ses bottes pleines de terre près de la porte arrière. J'ai senti leur présence comme une main sur mon épaule, ne me poussant pas à la vengeance, mais me rappelant que je n'avais jamais été aussi seule que Valérie voulait me le faire croire. Plus tard cet après-midi-là, j'ai traversé la ville pour voir Sophie, la meilleure amie de ma mère. Sa petite maison ancienne sentait la cannelle et les vieux livres. Elle a écouté sans m'interrompre pendant que je lui racontais tout. La manipulation de Valérie,
la passivité de mon père, le loyer exigé, le plan pour m'envoyer au loin, les documents que mes grands-parents m'avaient laissés. Quand j'ai fini, elle a hoché la tête lentement. Chloé, tes grands-parents te faisaient confiance plus qu'à quiconque. Ils ont vu qui était Valérie bien avant toi. Ce n'est pas juste une maison. C'est ta frontière, et tu as tous les droits de la protéger. Ces mots se sont ancrés en moi. Nous avons passé l'heure suivante à examiner ce que j'avais trouvé, triant des papiers supplémentaires que Simone avait confiés à Sophie par sécurité. Il y avait de vieilles factures, des notes d'André sur la propriété, et quelques messages vocaux enregistrés où l'on entendait Valérie parler durement à Simone il y a des années. Rien de dramatique, mais assez pour confirmer un schéma. Les preuves n'étaient pas une vengeance. C'était la vérité. Au moment où j'ai quitté la maison de Sophie, le soleil avait plongé derrière les toits de Lyon, plongeant la ville dans un bleu sourd. Je suis rentrée chez moi avec une stabilité que je n'avais pas ressentie depuis des années. Détermination, objectif. Valérie voulait me pousser dehors. Au lieu de cela, elle m'avait poussé à me rappeler à qui appartenait vraiment cette maison. Ce soir-là, en franchissant la porte d'entrée et en voyant Valérie assise sur le canapé, scrollant sur son téléphone, j'ai compris une chose avec une certitude absolue, elle n'avait aucune idée du pouvoir qu'elle venait de me donner. Et à la fin de la semaine, l'équilibre dans cette maison basculerait pour toujours. Je n'avais pas prévu de confronter Valérie aussitôt. Je pensais avoir besoin de jours, peut-être de semaines pour me préparer. Au lieu de cela, elle m'a coincé dès le lendemain soir. Je venais de rentrer d'un service de fermeture, l'odeur du café froid imprégnant encore mes vêtements, quand je l'ai trouvée assise à la table de la salle à manger avec un dossier placé soigneusement devant elle. Théo était affalé sur le canapé derrière elle, son casque autour du cou, et Léa était assise en tailleur sur le sol, sur son téléphone, comme si la maison était un studio pour son prochain poste. Valérie a souri sans chaleur. Timing parfait, Chloé. Nous devons discuter de ta contribution financière. La voilà, la phrase qu'elle avait répétée, le début de la fin. J'ai accroché mon manteau et je suis entrée lentement, laissant le silence s'étirer. Contribution, ai-je demandé. Oui, dit-elle en glissant une feuille de papier vers moi. 750 € par mois, plus ta part des charges. C'est juste. Elle fit une pause, jetant un coup d'œil théâtral à Théo et Léa. Tout le monde a des responsabilités. J'ai regardé ses enfants. Théo qui enlevait des miettes de son t-shirt. Léa ajustant sa ring light. Tout le monde, ai-je demandé doucement. Valérie cligna des yeux. Ne sois pas difficile. Ils se concentrent sur leur avenir. Toi, tu travailles maintenant. Un rire m'échappa. Petit, sans humour. Leur avenir, railla Théo. Commence pas, Chloé. Léa rejeta ses cheveux en arrière. Certaines personnes ne comprennent rien. L'expression de Valérie se durcit. Ça va se passer comme ça. Ton père est d'accord. Il est temps que tu apprennes l'indépendance. L'indépendance dans la maison construite par les sacrifices de mes grands-parents. La maison où j'avais cuisiné, nettoyé, grandi. La maison où Simone avait pleuré après avoir perdu sa fille, et qu'André avait réparé planche par planche de ses propres mains. Valérie avait choisi le mauvais mot. Je me suis redressée, glissant le papier vers elle. Si tu veux une discussion, appelle tout le monde en bas. On fait ça en famille. Valérie adorait l'illusion de la formalité. Elle accepta instantanément. 5 minutes plus tard, mon père se précipita dans la salle à manger, cravate de travers, visage fatigué. Qu'est-ce qui se passe ? Valérie répondit pour nous tous. Ta fille refuse de contribuer à notre foyer. Je ne l'ai même pas regardé. J'ai regardé mon père. Papa, tu penses vraiment que je devrais payer 750 € pour vivre ici ? Il hésita juste un instant, mais assez pour confirmer tout ce que je craignais. Valérie et moi en avons parlé. Ça semble raisonnable. Raisonnable, répétai-je doucement. Que je paie un loyer alors que Théo et Léa ne paient rien ? Mon père déglutit. Ils cherchent encore leur voix. J'ai hoché la tête lentement, laissant chaque détail se graver dans ma mémoire. Puis j'ai placé l'enveloppe de Simone, sur la table. D'accord, dis-je.
Alors parlons de la maison. Le visage de Valérie eut un tic, un petit bug sous le maquillage. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai ouvert l'enveloppe et posé les documents, sans les pousser vers personne, les laissant juste exister. Laissant la vérité s'installer entre nous. Cette maison, dis-je calmement, m'appartient légalement. Le silence tomba comme une onde de choc. Théo s'arrêta de respirer. Léa baissa son téléphone. Les yeux de mon père s'élargirent. Reconnaissance, culpabilité, résignation. Valérie ria la première, trop fort. C'est quoi ça? Une sorte de fantasme? Tu peux demander à papa, dis-je d'une voix égale. Il le sait depuis le décès d'André et Simone. Mon père ferma les yeux. Valérie, c'est vrai. Ils ont mis la maison au nom de Chloé. La pièce se figea, une immobilité si complète qu'on aurait dit que la maison elle-même retenait son souffle. Valérie se leva brusquement, sa chaise raclant le sol. Pourquoi on ne m'a rien dit, exigea-t-elle. Pourquoi tu ne m'as pas partagé une chose pareille? Mon père rétrécit sous son regard. Ça ne semblait pas nécessaire. Pas nécessaire, cria-t-elle presque. Je gère cette maison depuis des années. Je mérite de savoir. Je l'ai coupée. Mérite? Tu m'as traité comme une main-d'œuvre gratuite dans la maison que mes grands-parents m'ont donnée. Valérie pointa un doigt tremblant vers moi. Espèce d'ingrate? Non, dis-je, ma voix tranchante comme du verre. On a fini de réécrire la réalité. J'ai fouillé dans mon sac et placé un deuxième dossier sur la table. Ça, continuai-je, c'est un résumé de chaque paiement, chaque facture, chaque dépense que j'ai couverte pour la maison depuis des années. Le visage de mon père s'effondra en parcourant les pages. Chloé, pourquoi tu ne m'as rien dit? Tu n'as jamais demandé. Valérie attrapa les papiers, les scannant avec une incrédulité frénétique. Tu penses que ça prouve quelque chose? Tu penses que tu peux me dicter ma conduite parce que tu as trouvé de vieux papiers? Je n'ai pas réagi. Au lieu de cela, j'ai sorti mon téléphone et appuyé sur lecture. Sa voix remplit la pièce, l'enregistrement de sa salle de méditation. Elle a besoin d'espace, Laurent. L'envoyer loin serait bon pour tout le monde. Elle nous freine. Elle est trop attachée à cette maison. Mon père devint pâle. Théo murmura « merde » dans sa barbe. Le visage de Léa se vida de ses couleurs. Valérie se jeta vers le téléphone. Tu m'as enregistré. C'est légal, dis-je calmement. Et nécessaire. Elle regarda chacun de nous, réalisant que sa performance s'effondrait. C'est ma maison, chuchota-t-elle férocement. Je suis ici depuis 12 ans. Tu ne peux pas me mettre dehors. J'ai ouvert le dernier dossier et l'ai glissé vers elle. Tu as raison. Je ne peux pas. La loi le peut. Elle fixa l'avis d'expulsion officiel, tamponné par un huissier. Sa bouche s'ouvrit comme si le sol s'était dérobé sous ses pieds. Tu ne peux pas faire ça, dit-elle, la voix tremblante. Laurent, dit quelque chose. Mon père la regarda, pas méchamment, mais avec un épuisement si profond qu'il affaissait toute sa posture. Valérie, c'est sa maison. Théo bondit sur ses pieds. Où est-ce qu'on est censé aller? Ça, dis-je, ce n'est plus ma responsabilité. Les yeux de Léa se remplirent de larmes, mais même là, elle leva légèrement son téléphone comme si elle se préparait instinctivement à filmer sa propre crise de nerfs. Valérie secoua la tête, murmurant « C'est absurde. C'est de la vengeance. » Non, dis-je. C'est une limite que tu m'as forcé à tracer. La pièce tourbillonnait de choc, de déni, d'accusation. Valérie faisait les 100 pas, Théo jurait. Léa pleurait doucement. Mon père s'enfonça dans sa chaise comme un homme voyant enfin les décombres autour de lui. J'ai simplement rassemblé les papiers, les ai remis dans l'enveloppe de Simone, et j'ai fait un pas vers le couloir. Vous avez 2 semaines, dis-je. Ensuite, je reprends ma maison. Valérie cessa de bouger. Tu penses être assez forte pour faire ça? J'ai croisé son regard, stable, inébranlable. Je ne le pensais pas avant, mais tu m'as aidé à comprendre à quoi ressemble vraiment la force. Et alors que je montais l'escalier vers ma chambre, les laissant tous les trois dans un silence stupéfait,
j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Pas de la peur, pas de la culpabilité, mais le poids indéniable de la confiance de mes grands-parents se posant fermement sur mes épaules. L'expulsion n'était pas une vengeance. C'était une reconquête. Et pour la première fois, cette maison ressemblait enfin à la mienne à nouveau. Les 2 semaines passèrent plus vite que nous ne l'avions prévu. Le matin où Valérie a enfin quitté la maison, le silence semblait étrange. Pas de nuages de parfums synthétiques dans le couloir, pas de voix élevées venant du salon, pas d'exigences déguisées en suggestions. Théo a sorti son équipement de gaming en râlant bruyamment, et Léa a pleuré tout le temps, mais rien de tout cela ne m'a ébranlé. Je regardais depuis l'encadrement de la porte, stable, ancrée, sachant que ce n'était pas de la cruauté. C'était une correction. Mon père n'a pas déménagé officiellement tout de suite, mais il passait la plupart de ses nuits ailleurs. Quand il passait, il semblait plus petit, comme s'il se tenait dans les ruines de quelque chose qu'il n'avait pas réalisé avoir aidé à construire. Nous avons parlé quelquefois, des conversations douces et incertaines, mais aucun de nous n'a prétendu que les choses pouvaient revenir à leur ancienne forme. Une fois la maison vide, j'ai ouvert toutes les fenêtres et laissé l'air froid de l'hiver lyonnais laver chaque pièce. Sophie a emménagé dans l'une des chambres d'amis une semaine plus tard, apportant de la soupe maison et des histoires sur ma mère que je n'avais jamais entendues auparavant. Ensemble, nous avons restauré les petites choses que Simone avait aimées. Pour la première fois depuis des années, je me suis réveillée sans être sur la défensive. La maison n'était plus un champ de bataille. C'était un foyer. Avec du recul, récupérer cette maison n'était pas une question de mur ou de paperasse. C'était le fait de me choisir enfin moi-même après des années à me faire toute petite pour laisser de la place à des gens qui n'avaient jamais l'intention de rien donner en retour. Mes grands-parents ne m'ont pas laissé une maison. Ils m'ont laissé un rappel que l'amour protège même longtemps après qu'il soit parti. Si vous avez déjà dû vous battre pour votre place dans votre propre famille, vous n'êtes pas seul. Partagez votre histoire dans les commentaires et abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine. Parfois, la justice est silencieuse, mais elle change tout.